Speak, prosodie rate égale 90%, Juana de Castilla, folle d'amour ou de victime d'un complot. Découvrez l'histoire fascinante de la princesse qui risque tout pour son grand amour. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez Juana, une princesse de la puissante maison de logement, entourée de luxe et de protocoles dans la cour espagnole. Depuis l'enfance, sa vie était marquée par la politique, les traités et les intrigues de la royauté. Son éducation était rigoureuse. Il a appris à lire, à écrire, à parler plusieurs langues et à se développer avec élégance dans la société judiciaire. Malgré sa position privilégiée, son enfance n'était pas exemptée de certaines ombres. La mort de sa mère, Isabelle de Portugal, à un âge précoce, a laissé une marque indélébile sur sa vie. Héritière du trône de Castilla et Aragon, Juana était une pièce clé dans les jeux de puissance de l'époque. Son avenir a été écrit. Un mariage stratégique qui assurerait la stabilité politique des royaumes. Dès son jeune âge, il était conscient de son rôle au sein du conseil politique, en regardant avec la ruse des négociations et des alliances qui ont été tissées autour de lui. Cependant, malgré la pression, sa vie a jusqu'à présent été caractérisée par son dévouement à l'étude et aux arts. Mais derrière la princesse éduquée et politiquement habile, une jeune femme avec ses propres rêves et ses désirs était cachée. Malgré le poids de la couronne, Juana a apprécié des moments de silence, dédiés à la lecture, à la musique et aux quelques amis que la cour lui a permis de conserver. Dans ces moments d'intimité, loin de la vraie pompe, une personnalité plus complexe et sensible a été aperçue, que le destin testerait avec une force dévastatrice. Votre enfance dans la cour aragonaise était un luxe et un tourbillon de protocoles. Imaginez. Richement vêtu de soie et de brocoration, vous avez appris les arts d'une princesse. Les enseignants vous ont appris à lire, écrire et parler plusieurs langues, y compris le latin, essentiel à la diplomatie de l'époque. En plus des paroles, la musique et la danse ont été une partie fondamentale de votre éducation, façonnant votre grâce et votre raffinement. Non seulement il s'agissait de connaissances académiques. Ils vous ont instruit dans le label judiciaire, dans les complexités du protocole réel et dans l'art de la conversation. Vous avez appris à se comporter avec dignité et à maintenir une présence imposante. Des compétences cruciales pour une future reine. On vous a appris à tisser, broder et gérer le travail des femmes élevées en alcurnia, reflétant le rôle attendu de vous. Mais l'éducation d'une princesse comprenait également des aspects au-delà du protocole. Vous avez reçu des leçons d'histoire, de géographie et de politique, préparant votre esprit aux responsabilités qui vous attendaient. On vous a appris à analyser des situations complexes, à prendre des décisions stratégiques et à comprendre le jeu de puissance complexe qui a défini la vie en cours. Votre formation a cherché à devenir un sage et rusé. Et puis, il est arrivé. Felipe El Hermoso. N'oubliez pas cette première réunion. Vous, une jeune princesse, entourée de la pompe de la cour aragonaise. Lui, un archiduc autrichien, avec une beauté qui éblouissait tout le monde. Ses yeux, bleus et pénétrants, ont rencontré le vôtre, et à ce moment-là, quelque chose a changé. Une flèche silencieuse, une connexion invisible qui transcendait les formalités réelles. Les premières danses, les conversations furtives entre les regards volés. Son sourire vous a captivé, celui qui semblait éclairer le séjour. Ses voix, bien que distantes de l'étiquette du tribunal, ont transmis une chaleur qui vous a fait vous sentir spécial. C'était un tombant presque immédiat amoureux, un sentiment profond qui a commencé à saisir votre cœur. Cet amour, aussi intense que fugace dans ses débuts, est devenu le centre de votre univers. Vous avez laissé les responsabilités de la courtisane, les leçons du gouvernement, toutes payées avant l'intensité de ce sentiment. Chaque rencontre avec Felipe est devenue un événement, une promesse de bonheur qui vous a fait oublier le poids de votre couronne. Et vous y étiez, promis de Felipe. Un lien politique, une union entre les royaumes, mais pour vous, un tourbillon d'émotions. Lui, avec sa beauté froide et lointaine, vous a captivé. Oui, mais était-ce le véritable amour ou une illusion née au tribunal, entourée d'intrigues et d'ambition? Rappelez-vous le poids des couronnes, le poids de la responsabilité qui est tombée sur vos épaules, bien avant que la folie ne saisisse votre esprit. Prosodie, Speak. Speak, prosodie rate égale 90%, mariage. Un contrat scellé avec un baiser. Mais après la pompe et la célébration, une réalité différente a commencé à celle que vous avez rêvée. Felipe, distant et souvent cruel, vous a relégué à l'arrière-plan. Sa froideur vous a profondément blessé, nourrissant une tristesse qui était encyste dans votre cœur, tandis que la pression de la cour, des attentes et des complots politiques vous a entouré sans relâche. L'influence de sa famille, la cour autrichienne, a plané sur vous. Ses intrigues politiques, ses plans pour consolider le pouvoir, vous ont laissé de plus en plus seul, isolé, un mariage qui est devenu une prison dorée. Rappelez-vous la sensation croissante de la solitude, le vide qui s'est étendu en vous, le sentiment d'être piégé dans un jeu de pouvoir que vous n'avez pas compris, mais qui vous consomme peu à peu. Soudain, vous étiez en Flandre, un monde différent. Le château de Binche, imposant et froid, est devenu votre nouvelle maison. Et la richesse des tissus, les couleurs vibrantes des marchés, tout était un contraste avec l'Espagne que vous connaissiez. Et la langue, le flamenco, vous semblait étrange au début, une barrière qui a été progressivement renversée avec l'aide de vos femmes de chambre et de votre cercle à proximité. La cour flamenco, avec ses coutumes et ses hiérarchies,
était une énigme qui déchiffrait lentement point les dames de l'entreprise, avec leurs robes élégantes et leurs conversations dans une langue qui vous a toujours été difficile, ils vous ont regardé avec curiosité. Un mélange d'admiration et de suspicion point, mais petit à petit, vous trouviez votre place, appreniez les règles du jeu, conquérir son respect et même son affection. La vie en Flandre, bien que différente, vous a offert de nouvelles opportunités point, de nouvelles amitiés, de nouveaux paysages, une nouvelle façon de comprendre le monde point, et la beauté de la campagne flamande, avec ses champs verts et ses moulins à vent, vous a captivé point, même la nourriture, d'abord inconnue, conquérit votre palais point, vous vous adaptiez, construisiez une nouvelle vie, une vie loin de l'Espagne, mais pas moins pleine. Mais la froideur de la Flandre ne pouvait pas désactiver la flamme de l'amour entre vous et Felipe point. Bientôt, une nouvelle joie atteint votre vie point, et la naissance de votre premier-né, un enfant robuste et en bonne santé, a rempli le château de Binge de rire et d'espoir point. Ce fut un moment d'immense bonheur. Un répit au milieu des intrigues politiques et des pressions de la cour point. Vous avez regardé votre bébé tendrement. Un petit prince qui hériterait un royaume. Les années suivantes ont été un bulino de naissance point, une fille, puis une autre, et plus tard, un autre garçon point. Chaque nouveau bébé a apporté avec lui une nouvelle dose de joie, mais a également augmenté la tension point. L'élévation de vos enfants, entourée de l'opulence et de la rigidité du tribunal de flamenco, était un défi constant point entre les couches, les bermes et la préoccupation constante pour leur santé et leur éducation. Vous avez essayé de trouver un équilibre. Cependant, le bonheur familial a été constamment menacé par les litiges politiques et les conflits entre les différentes factions de la cour point, et la pression d'être la reine d'un vaste empire, la surveillance constante et l'instabilité politique de l'époque ont créé un environnement chargé de tensions que même vos petits trésors pourraient percevoir point. Malgré tout, vous avez eu du mal à protéger vos enfants, à leur donner une maison, un espace d'amour et de stabilité au milieu du chaos. Le tribunal espagnol bulle de intriga point. Votre mère, in-law, Juana Lacrezi et votre propre famille, les monarques catholiques, ont observé vos mouvements avec suspicion point. Certains nobles vous considéraient comme une menace pour leur pouvoir, un étranger qui s'était levé trop vite point. D'autres, cependant, vous ont vu comme un allié, une puissante reine avec qui ils pourraient former des liens stratégiques. La rivalité entre les nobles espagnols et le flamenco, vos proches, était un terrain de reproduction pour le conflit point. Chaque côté a cherché votre faveur, vous a offert un soutien et une loyauté, mais leurs intentions n'étaient pas toujours pures point. Vous avez dû naviguer attentivement entre les trahisons, le chantage et la modification des alliances politiques, pour éviter de tomber dans les réseaux de l'ambition du tribunal. Vous étiez dans une position délicate point. Votre mariage avec Felipe, bien que passionné, était également un élément clé du conseil politique point. Le maintien de la paix entre les factions rivales était crucial, à la fois pour votre propre sécurité et pour la stabilité du royaume point. Chaque décision que vous avez prise, chaque alliance que vous avez forgée, a eu des conséquences élevées. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. La mort d'Isabelle le catholique vous a frappé avec la force d'un tsunami point. Sa mort a marqué la fin d'une époque de stabilité et de pouvoir pour la couronne de la Castille point. Soudain, vous étiez dans une position d'une énorme vulnérabilité, entouré d'ennemis qui reniflaient la faiblesse point. Votre mère dans l'halo, Juana, toujours jalouse de votre position, n'avait plus le confinement de la reine pour ses ambitions. Fernando, votre père in-law, est devenu votre seul allié, mais ses ambitions politiques et son fort contrôle sur les affaires de l'État vous ont maintenu une surveillance constante point. Et la mort d'Isabelle a laissé un vide de pouvoir que beaucoup ont essayé de remplir, générant une atmosphère de tension et d'incertitude qui vous a directement affecté point. Vos mouvements ont été observés avec des loupes. Le patrimoine d'Isabelle, si vaste et puissant, est devenu un objet de désir de nombreux nobles ambitieux point. Les différends pour le contrôle du royaume vous sont intensifiés, et vous, en tant qu'héritière et épouse du futur roi, devinez un article clé de ce jeu de pouvoir point. L'avenir de votre mariage, et par extension, le sort du royaume, pendait à un fil. Soudain, vous étiez dans une lutte pour le pouvoir point. Et la mort d'Isabelle avait laissé un énorme vide, et bien que Fernando, votre oncle, soit king consort, sa position n'était pas aussi consolidée qu'elle semblait point. Lui, avec son pragmatisme et son désir de contrôle, s'est rapidement déplacé pour assurer sa position de régent de Castille, tandis que vous, héritière légitime, étiez toujours à l'âge de 17 ans point. Et la rivalité entre eux était palpable, une ombre allongée qui menaçait d'éclipser votre règne. Avant son début, la noblesse castilienne, divisée entre la loyauté à la tradition et au pragmatisme de Fernando, est devenue un champ de bataille politique point. Certains nobles ont soutenu votre ascension immédiate au trône, voyant en vous la continuité de la ligne de succession légitime point. D'autres, cependant, ont vu à Fernando la figure la plus forte et capable de maintenir la stabilité du royaume. En particulier après la perte d'Isabelle point. Cette fragmentation de la noblesse a généré des intrigues palatiales et une tension constante devant la cour. Fernando, politicien qualifié, était responsable de la consolidation de son pouvoir point. Elle a profité de l'inexpérience des jeunes et de la fragilité émotionnelle qui vous a attribué à un contrôle presque absolu sur le gouvernement de la Castille. Agissant comme régent point pendant ce temps, les manœuvres politiques se sont sans alliance, avec des alliances de nobles en tissant et en complotant des complots pour favoriser leurs intérêts, compliquant davantage la situation délicate.
Mais la mort de votre mère a non seulement laissé un vide, mais elle vous a également placé au centre d'un différend de succession complexe. Soudain, vous étiez l'héritière légitime du trône de la Castille, une position qui vous a rempli un mélange de fierté et de terreur. Fernando, votre oncle, bien que king consort sous le règne de votre mère, n'était pas disposé à donner le pouvoir si facilement. Ses ambitions étaient claires: contrôler la Castille et assurer leur propre influence. Votre ascension vers le trône était bref, éphémère comme une foudre. Et la puissance, si souhaitée, est devenue une charge insupportable presque immédiatement. Les intrigues palatiales, les différends pour le contrôle des territoires et la pression constante de Fernando vous ont étouffé. Vous n'étiez pas une reine expérimentée, et l'inexpérience est devenue votre pire ennemi au milieu d'une situation aussi complexe. L'opposition à votre règne s'est manifestée rapidement. Fernando, avec son expérience politique et sa gestion qualifiée des alliances, vous a progressivement soustrait. Les tribunaux ont été divisés. Les nobles doutaient, et la même noblesse que Rena vous avait acclamée maintenant était réticent à vous obéir. Le règne qui semblait prometteur est devenu une lutte constante pour maintenir le contrôle. Une bataille que vous perdiez avant même de le commencer. Mais votre règne n'était pas un chemin de rose. Votre mari, Felipe El Hermoso, un homme d'imposante apparence mais avec une personnalité complexe, et selon certains, maladive, a commencé à montrer des signes d'un déclin inquiétant. Sa santé s'est détériorée rapidement et les intrigues judiciaires ont commencé à croître, nourrissant des rumeurs sur sa capacité à gouverner. Était-ce une maladie physique qui a affaibli son esprit et son corps? Ou était-ce une conspiration pour déstabiliser votre Regni /prosody/speak. Speak prosody égal 90%. L'incertitude a saisi le tribunal. Certains nobles ont vu dans la fragilité de Felipe l'occasion de monter au pouvoir, tandis que d'autres sont restés fidèles à vous et à votre mari. Les tensions ont augmenté, générant un climat de méfiance et de complot. La maladie de Felipe, quelle que soit son origine, est devenue une arme politique, utilisée par ceux qui ont cherché à bénéficier de leur affaiblissement. Bien que la santé de Felipe soit pire, votre position est devenue de plus en plus précaire. Vous avez dû naviguer entre les intrigues palatiales, maintenir le contrôle du royaume et faire face à l'incertitude quant à l'avenir de votre mariage et à votre propre stabilité politique. L'ombre de la folie de Felipe, ou sa simulation, planait sur la Castille, projetant une ombre longue et sombre sur votre règne. Mais la vie avait réservé une tragédie encore plus grande. Felipe, votre mari bien-aimé, est décédé de façon inattendue à 28 ans. Imaginez le coup, la dévastation qui vous a inondé. Un homme avec qui vous aviez partagé des rêves, un homme qui, malgré ses défauts, était le centre de votre univers, était allé éternellement. Sa mort soudaine vous a plongé dans une profonde tristesse, un immense vide qui a commencé à corroder votre âme. La nouvelle vous a brisé. Vous vous souvenez du sentiment froid de la perte, de l'incapacité d'assimiler qu'elle n'était plus à vos côtés. Le monde est devenu sombre et silencieux, reflet de l'abîme qui s'est ouvert dans votre cœur. Votre joie est devenue un écho lointain, remplacé par une douleur aussi profonde qui menaçait de vous consommer complètement. La luminosité dans vos yeux s'est éteinte, cédant la place à une tristesse profonde et sombre. Certains disent que c'est à partir de là que vos souffrances ont commencé. Non seulement la douleur pour la perte de votre mari, mais le début d'un long chemin de désolation, une descente vers un abîme de tristesse qui ne semblait pas avoir de retour. La mort de Felipe a été le déclencheur d'un changement profond dans votre vie, la perte d'un pilier fondamental qui vous a soutenu, le début d'une scène marquée par l'angoisse et le désespoir. La douleur vous a consommé, mais le tribunal, dans son froid pragmatique, a décidé que la meilleure option était de s'éloigner de la vie publique. Ils vous ont emmené à Tordesillas, un château qui deviendrait votre prison d'or. Imaginez le long voyage, le silence lourd des chariots, l'écho de votre propre pénalité résonnant dans chaque coup de roue sur la route la plus pavée. Prisonnier ou protégé. La ligne était diffuse, la décision politique, cruellement ambiguë. Les murs de Tordesillas se sont fermés autour de vous, élevés et imposants, comme jugement à vie. Votre monde a été réduit dans les pièces du château, les visages inquiets ou indifférents des dames de l'entreprise, à la monotonie des jours qui se sont produits identiques, marqués uniquement par la lente agonie de votre âme. La décision de votre confinement, une mesure de protection pour votre santé mentale ou une stratégie politique pour s'éloigner du pouvoir. Le début de votre confinement a été une descente lente et silencieuse pour l'isolement. Il vous éloigne de la politique, des intrigues de la cour, de la vie que vous connaissiez. Mais était-ce vraiment un confinement? Ou, au contraire, un moyen de vous protéger des pressions, de la douleur qui menaçait de vous consommer complètement? La réponse, peut-être, est dans l'ambiguïté même de votre captivité. Tordesillas, leurs murs vous ont entouré, un câlin de pierre froide. Les fenêtres, fermées des fentes vers le monde extérieur, n'offraient que des flashs éphémères d'une vie qui ne vous appartenait plus. Le château, imposant et silencieux, est devenu votre univers, un dédale de couloirs vides et de pièces austères qui reflétait la solitude qui vous a consommé. Les jours se fondaient les uns avec les autres, une succession monotone d'heures lentes qui ont rampé sans but. Vos seules entreprises étaient les femmes de chambre, des chiffres lointains qui remplissaient leurs tâches avec l'efficacité du froid. Il n'y avait ni rire ni conversation animée, seulement le murmure des robes et l'écho de vos pas dans les salles désolées. L'absence de Felipe, la perte de votre bien-aimé, est devenue palpable dans tous les coins du château, un fantôme silencieux qui vous accompagnait dans votre confinement.
Le jardin, un petit espace vert entouré de hauts murs, était votre seul répit. Là, entre les fleurs sauvages et les arbres fruitiers, vous pouviez sentir, bien que fugace, une connexion avec le monde extérieur. Mais même la beauté de la nature a été éclipsée par la présence oppressive du château, un rappel constant de votre captivité. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Les jours sont devenus des semaines de mois et des mois après des années. Le temps semblait s'arrêter à Tordesillas. Un espace statique où la seule constante était votre solitude, un vide qui s'étendait au-delà des pierres froides du château, atteignant le plus profond de votre âme. De Tordesillas, les rumeurs ont commencé à tisser comme une toile d'araignée invisible, enroulant votre silhouette dans un halo de mystère. Des mots chuchotaient dans les salles du palais, des conversations cachées dans les cuisines, des lettres qui ont traversé les bordures avec de l'encre qui révélait plus qu'il ne se cachait point. Votre emprisonnement a été interprété comme une confirmation de ce que beaucoup soupçonnaient déjà, que la reine était folle. Le tribunal, toujours impatient de ragots et de pouvoir, était responsable de l'alimentation de la légende. Chacun de vos actes, aussi insignifiante, semble-t-il, a été amplifié, tordu, jusqu'à ce qu'ils deviennent des preuves de votre folie supposée. Un geste, un mot hors de propos, un regard perdu, tout est devenu des munitions pour ceux qui ont cherché à délégitimer votre règne. Les informations, déformées et amplifiées, ont voyagé rapidement. De Madrid à Tolède, de Séville à Barcelone, l'histoire de la Loca Queen s'est étendue comme un incendie de forêt. Des poèmes ont été écrits, des chansons ont été composées, des histoires ont été créées qui vous décrivent comme une figure tragique, victime d'une passion débordante ou comme une menace pour le royaume. Ces chuchotements ont atteint les oreilles des vrais médecins, des hommes de science, ou du moins, qui auraient été, qui vous ont approché avec leurs saignements, leurs purges et leurs diagnostics, aussi incertains que l'avenir. Pour eux, votre tristesse, votre obsession pour Fernando, était une maladie, une folie causée par la mélancolie. Ils vous ont vu comme une victime de votre propre passion, incapable de surmonter la perte de votre bien-aimé. Certains, plus audacieux, se sont aventurés à diagnostiquer une mélancolie de l'amour, une maladie reconnue à l'époque, qui attribuait votre profonde tristesse et déséquilibre émotionnel causé par la mort de Fernando. D'autres, plus conservateurs, ont parlé de la passion excessive, une condition qui, dans leur esprit, s'est traduite par une faiblesse mentale, un manque de contrôle des émotions qui vous ont fait la proie de la folie. En fait, aucun d'entre eux n'avait les outils nécessaires pour comprendre la complexité de votre souffrance. Et la médecine de l'époque était rudimentaire, basée sur des théories anciennes et une vision limitée de la santé mentale. Pour eux, tout écart par rapport à la norme était considéré comme une maladie, un manque d'équilibre dans les humeurs corporelles, quelque chose qui pourrait être guéri avec des saignements, des purges ou des prières. Mais que s'est-il passé si votre douleur était simplement humaine, trop humaine pour être comprise? Mais qui était vraiment Juana? C'est la question qui persécute les historiens depuis des siècles. En son temps, l'image qui lui était projetée était celle d'une reine puissante, bien que mélancolique. Est la fille des monarques catholiques, une femme éduquée et cultivée, qui est tombée amoureuse de Felipe El Hermoso. Cependant, après la mort de son mari, le récit a commencé à changer. Les rumeurs de folie s'étendent comme la poudre à canon, nourrissant une image de faiblesse et de déséquilibre. Pendant des siècles, l'histoire de Juana a été racontée du point de vue des hommes qui l'ont entourée. Son père in-law, ses propres enfants, elle l'a peinte en tant que femme incapable de gouverner, victime de ses émotions, une reine folle d'amour. Cette image, fortement influencée par la propagande politique de l'époque, l'a reléguée à un rôle secondaire, ce qui en fait un symbole de fragilité féminine. Cependant, plus récemment, la perspective a commencé à changer. Les historiens modernes ont examiné les sources, remettant en question les diagnostics de l'époque et analysant le contexte politique dans lequel la vie de Juana a été développée. Juana commence à être considérée non seulement comme une victime de circonstances, mais aussi comme une femme complexe, avec une grande capacité de leadership et une forte personnalité qui a été réduite au silence. Mais la mélancolie perçue dans les chroniques palatiales est révélée avec une profondeur inattendue dans leurs lettres. Imaginez des centaines de missives manuscrites, révélant une femme complexe, passionnée et profondément touchée. Fernando le catholique. En eux, Juana n'est pas seulement une reine, mais une fille qui pleure la perte de son guide et de son confident. Ses paroles, pleines de douleur et une déviation indéniable à son mari, Felipe El Hermoso, nous montrent un côté de l'histoire que les portraits officiels ne peuvent pas capturer. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. À travers ces lettres, nous avons découvert l'intensité de son amour pour Felipe, un amour qui l'a amené à prendre des décisions qui seraient plus tard remises en question. Sa correspondance reflète une profonde dépendance émotionnelle, un accouchement total à son mari qui, au fil du temps, est devenu une obsession qui a assombri son jugement. Lisé entre les lignes, observez les phrases chargées d'affection, le désespoir qui est filtré dans chaque mot, et vous verrez un portrait psychologique beaucoup plus complet de la reine. L'analyse de sa calligraphie a même donné naissance à des interprétations fascinantes. Certains experts ont vu dans leur cours l'évolution de leur état mental, le changement progressif d'une écriture ferme et élégante à un plus maladroit et plus nerveux, le reflet de leur angoisse croissante. C'est comme si,
à travers l'encre et le parchemin, son âme se manifestait, laissant derrière lui un héritage de lettres qui transcende le simple acte de communication, devenant un témoignage inestimable d'une vie marquée par la passion et la tragédie. Mais dans quelle mesure Juana était-elle un article sur un échec politique? Vous pouvez vous voir dans leurs lettres, parmi les déclarations de l'amour inconditionnel, un aperçu du réseau complexe d'alliances et de rivalités qui l'entourait. Les décisions qu'il a prises ou qui ont été imposées ont eu des conséquences géopolitiques d'une grande taille. Son mariage avec Felipe El Hermoso, par exemple, était un mouvement stratégique de grand projet. Réfléchissez à la pression constante qu'il devrait ressentir, à la nécessité d'assurer la succession de la couronne espagnole, un objectif qui s'est engagé dans les conflits entre les différentes couronnes et les ambitions des puissances européennes. L'influence de leur environnement, composé de courtisans et de membres de la famille ayant des intérêts cachés, a façonné leurs décisions, bien qu'elle, avec sa personnalité écrasante, ait également joué ses propres lettres. Son propre père, Fernando le Catholique, un stratège politique consommé, était une figure clé de sa vie. Bien qu'il ait aimé, il l'a également utilisé comme un outil pour consolider son pouvoir et assurer l'avenir de ses royaumes. Son confinement, était-ce un acte de protection ou une stratégie pour neutraliser une reine trop puissante et imprévisible? La ligne entre la folie et la manipulation devient floue. Mais la folie de Juana l'a non seulement affecté. Ses enfants, héritiers du trône de Castilla et Aragon, ont été impliqués dans une lutte complexe pour le pouvoir. Carlos, l'aîné, a hérité de l'ambition de son grand-père, Maximiliano I, et de la ruse politique de Fernando. Dès son jeune âge, il était prêt à gouverner, mais l'instabilité de sa mère a projeté une ombre longue sur son avenir. Isabelle, sa sœur, bien que initialement reléguée par son sexe, a démontré une intelligence politique remarquable. Son mariage stratégique avec le roi Manuel I du Portugal l'a positionné comme une figure influente des différends sur la succession, tissant des alliances et exerçant une influence que personne ne s'attendait. N'oubliez pas que le temps n'était pas facile pour les femmes. Fernando et Catalina, les jeunes frères, ont également joué leur carte. Fernando, avec son caractère réservé, est resté en dehors des différends ouverts, mais sa position d'héritier potentiel n'a jamais été ignorée par les autres. Alors que Catalina, la plus jeune, son avenir était lié au mouvement politique de ses frères aînés. La lutte pour la succession n'était pas seulement parmi les enfants de Juana, mais aussi parmi les différentes factions de la noblesse castilienne et aragonaise. Chacun des frères, soutenu par différents groupes de puissance, a fait face à un réseau complexe d'intrigues et d'alliances, qui vous tiendra attaché à l'écran. Qui serait victorieux de cette bataille complexe? L'ambition de son grand-père, Fernando le Catholique, se reflétait en lui. Carlos, dès le plus jeune âge, a été impliqué dans les complexités de la cour et les différends pour le pouvoir. Malgré la maladie mentale de sa mère, Juana, il s'accrochait à sa droite à l'héritage, un droit qu'il a dû défendre avec la ruse et la fermeté devant les intrigues et les défis du temps. Imaginez la pression. L'héritier de 2 empires, avec une mère inaptisée et une famille divisée. Son ascension vers le trône n'a pas été facile. Et elle a dû naviguer entre les tensions entre Castilla et Aragon, faire face à l'influence des nobles et à l'opposition à son règne. N'oubliez pas que la situation de sa mère a été utilisée contre lui par beaucoup de ceux qui ont cherché à affaiblir leur position, remettant en question leur légitimité comme héritier. Mais il savait comment gérer ces difficultés, démontrant une intelligence politique qui lui permettrait de consolider son pouvoir. Prosodie. /speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Malgré l'ombre de la folie de sa mère, Carlos j'ai forgé un vaste et puissant empire. Son règne a été caractérisé par une expansion territoriale, des ambitions politiques et la consolidation du pouvoir de la monarchie hispanique. C'était un homme de son temps, avec toutes ses vertus et défauts, mais sans aucun doute une figure clé de l'histoire de l'Europe. Pensez à la portée de vos conquêtes et à votre héritage durable. Mais l'histoire de Juana n'est pas comprise sans la figure de son grand-père, Fernando le Catholique. Un homme puissant et rusé, qui a vu dans sa petite fille un morceau clé de ses jeux de puissance. Pour lui, l'instabilité mentale de Juana était un problème, une menace pour son règne et la stabilité de ses territoires. Ce n'était pas un amour paternel qu'il ressentait, mais une stratégie politique froide. Ainsi, Fernando a pris les rênes du gouvernement de la Castille, reléguant Juana à l'arrière-plan, d'abord avec l'excuse de sa maladie, puis comme mesure de contrôle absolu. Imaginez la pression que Juana a dû subir, privée de sa liberté et de son pouvoir légitime. Son isolement a été soigneusement orchestré, une prison d'or, mais une prison après tout. Pour Fernando, garder Juana sous son contrôle était crucial. Non seulement pour assurer la stabilité politique de la Castille, mais aussi pour manipuler son héritage et l'avenir de ses territoires. Sa préoccupation n'était pas votre puits, mais le maintien de la puissance et de l'expansion de son influence. La figure de Juana est devenue un autre outil dans son jeu politique. Mais l'histoire de Juana n'est pas terminée sans comprendre Felipe le Beau, son mari. Un homme d'une beauté éblouissante, d'où son surnom, qui a captivé Juana dès le premier moment. Vous vous demanderez, était-ce juste votre beauté? La réponse est complexe, car Felipe était un homme énigmatique, avec une personnalité qui oscille entre la fascination et la répulsion. Il était charmant, oui, mais aussi froid et calculant. Ambitieux, il a cherché à pouvoir et à consolider sa position, et Juana, héritière d'un puissant royaume, était la pièce clé de son plateau de jeu. Son charme était un outil,
une arme pour atteindre ses objectifs, et peut-être que cela a également attiré Juana, cette aura de mystère et de pouvoir. Certains le décrivent comme un homme superficiel, ne intéressé que par son propre bénéfice. D'autres, en revanche, parlent de leur intelligence et de leur capacité à la stratégie politique. Est la vérité, comme c'est généralement le cas, est probablement à un point intermédiaire. Un homme complexe, avec des lumières et des ombres, qui ont marqué la vie de Juana pour toujours. Vous vous demanderez, que savons-nous vraiment de la maladie mentale à ce moment-là? Au XVe et au début du XVIe siècle, la compréhension de la santé mentale était, dans le meilleur, rudimentaire. Et il n'y avait aucun diagnostic précis comme ceux que nous avons aujourd'hui. On pensait que la folie était causée par des déséquilibres humoraux, des influences démoniaques ou même une punition divine. Imaginez le manque de ressources et de stigmatisation qui entourait ceux qui souffraient de maladies mentals. Le traitement, s'il peut être appelé cela, était brutal. Sangria, purgatif, confinement dans des conditions déplorables. À Juana, dans ces moments de plus grande angoisse, elle a été soumise à un régime d'isolation et à des restrictions physiques. Loin de tout type de soins médicaux modernes. Sa souffrance a été aggravée par le manque de compréhension et de traitements inhumains. Pensez à la solitude et à la terreur qu'il a dû ressentir. Isolé, sans soutien approprié, dans un monde qui ne comprenait pas sa souffrance. Son histoire est le reflet de la brutalité de l'époque, un témoignage d'ignorance et du manque de compassion envers les maladies mentales. Un rappel de jusqu'où nous sommes venus, mais aussi à quel point nous devons encore apprendre. Pensez au rôle des femmes dans la royauté pendant cette période. Ce n'était pas facile. Bien que certaines femmes, comme Isabelle I de Castille, aient réussi à accumuler une grande puissance, la plupart étaient limitées par les conventions sociales de l'époque. Son influence politique dépendait en grande partie de son mariage ou de la protection d'un homme puissant. L'attente sociale est tombée sur la maternité, la gestion des ménages et le soutien du roi, son pouvoir étant une extension du pouvoir de son mari. Dans le cas de Juana, sa position d'héritière du trône de Castilla et Aragon l'a placée dans une position privilégiée, mais l'a également soumise à une pression politique intense. Son mariage avec Felipe le Bel était un article clé dans la configuration du pouvoir en Europe, et son rôle de reine était intrinsèquement lié aux ambitions de son mari et des vraies familles impliquées. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%. N'oubliez pas que les femmes de la royauté étaient souvent utilisées comme outils politiques. Leurs mariages ont organisé pour consolider les alliances et assurer la stabilité des royaumes. Juana, en ce sens, n'a pas fait exception. Et sa vie était marquée par les complexités de la politique européenne et les structures de pouvoir rigides de son temps. Sa capacité à exercer son propre jugement et son autonomie étaient constamment en litige. Imaginez la vie de Juana dans un contexte profondément religieux. L'Église catholique n'était pas seulement une institution, c'était le centre de la vie personnelle, sociale, politique, et bien sûr, chaque décision, du mariage à la guerre, a traversé le filtre de la foi. Pour comprendre Juana, vous devez comprendre l'omniprésence de l'Église en son temps. La religion a imprégné tous les aspects de la cour. Les mariages étaient des accords politiques, mais aussi stratégiques d'un point de vue religieux, cherchant à renforcer les alliances et à assurer la légitimité dynastique. Le pouvoir de l'Église était immense, capable d'influencer les rois et les reines, même excommuniés. Pensez à la confession, à la pénitence, à la recherche constante du salut de l'âme. C'étaient des éléments cruciaux dans la vie de Juana et tout ce qui l'entoure. La spiritualité n'était pas quelque chose de séparé de la politique, mais elle était profondément liée, affectant même les décisions les plus importantes du royaume. Pensez à la complexité de son histoire. Juana, l'héritière rejetée, la Mad Queen, est devenue un symbole, un catalyseur des changements politiques. Sa vie longue et controversée, bien que marquée par une maladie mentale, a directement frappé la configuration de la monarchie espagnole. Sa situation, bien que tragique pour elle, a laissé une marque indélébile sur la succession au trône et dans la formation du royaume hispanique. La lutte pour le pouvoir entre Fernando et Isabelle, et plus tard parmi ses enfants, a été profondément influencée par l'état de Juana. Son incapacité à gouverner efficacement a ouvert les portes à l'ambition de ses proches, ce qui montre clairement la fragilité d'un système basé sur la succession héréditaire et l'importance de la santé mentale du monarque. À long terme, le règne de Carlos I, son fils, était conditionné par les différents survenants autour de la légitimité de son pouvoir, directement lié à l'état mental de sa mère. L'image de Juana, la reine folle, est devenue une partie de l'imaginaire collectif espagnol et européen, devenant un archétype qui a influencé la littérature, l'art et la perception de la santé mentale pendant des siècles. Mais comment l'histoire l'a-t-elle décrite à travers l'art? Imaginez un instant les peintures, les gravures, une reine majestueuse, imposante. Peut-être, au début. De nombreux portraits le montrent jeune, avec la vraie porte qui correspondait, vêtu de la tenue riche de l'époque. Il est représenté avec une beauté classique, l'expression serait digne d'un souverain. Mais au fil du temps, l'image change. Les représentations de Juana dans sa maturité reflètent le récit de sa folie. On voit avec un regard perdu, le visage démacré, parfois même avec une expression de souffrance ou de déséquilibre mental. Les costumes, bien que toujours luxueux, peuvent être plus négligents, indiquant un changement d'état. Regardez comment la même personne, à différentes étapes de sa vie, se transforme en toile ou en papier, reflétant les changements de perception sociale.
Il est fascinant de voir comment l'art, au fil du temps, s'est adapté à l'image de Juana, au récit dominant de son histoire. Penser à l'évolution de ces images, à la façon dont les artistes ont interprété leur vie, leur souffrance, leur règne. Ce n'est pas seulement un portrait, c'est une représentation de l'image complexe que la société en a construite. Notez comment, même en même temps, les représentations peuvent varier selon l'intention de l'artiste. Mais l'image de Juana a transcendé les coups de pinceau. Pouvez-vous imaginer comment les écrivains de son temps et ceux qui l'ont suivi l'ont vu? Il est devenu muse, une énigme qui a inspiré des romans, des poèmes et des jeux. Du drame d'une reine détruite à la tragédie d'une femme trahie par l'amour, son histoire adaptée à la sensibilité de chaque époque. Certains l'ont peinte en tant que victime, manipulée par ses réalisateurs, un pion dans les jeux de puissance qu'il a dépassé. D'autres, en revanche, l'ont présentée comme une femme avec une force intérieure débordante, combattant un destin cruel. La littérature a permis à son image de se multiplier, de fragmenter, de réécrit. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Pensez aux différentes interprétations qui ont été faites de votre folie. Était-ce une véritable maladie, ou une forme de résistance, un masque pour se protéger d'une réalité insupportable? La littérature a exploré toutes ces possibilités, offrant de multiples perspectives de la même histoire. L'interprétation de sa vie, toujours subjective, a été façonnée par le stylo de chaque écrivain, enrichissant la complexité de son héritage. Mais Juana était-elle vraiment folle? Comment lui a-t-il peint l'histoire? De nombreux historiens actuels croient que leur comportement a été attribué à une maladie mentale pour justifier l'usurpation du pouvoir par son père in-law, Fernando le Catholique, et son fils, Carlos. Imaginez la pression qu'une jeune reine a dû ressentir face à la cour espagnole et aux intrigues palatiales. Sa douleur intense pour la mort de son bien-aimé Felipe El Hermoso, ainsi que la manipulation politique et l'isolement dont ils l'ont soumis, auraient pu contribuer à leur comportement. Pensez au stress, à la solitude et au manque de soutien qu'il a souffert. Comment auriez-vous réagi en place? Le diagnostic de la folie était un outil puissant à l'époque, utilisé pour faire taire et délégitimer les femmes qui ont contesté l'ordre établi. Pouvez-vous imaginer comment l'histoire aurait été différente si Juana avait eu le soutien et la compréhension dont elle avait besoin? Pensez à la pression que Juana ressentait. L'héritière d'un empire, son mariage avec Felipe le Bel n'était pas seulement une union d'amour, mais une stratégie politique. Son amour pour Felipe était excessif, presque obsessionnel, et lui, conscient de son pouvoir, l'a utilisé à son avantage. Felipe, rusé et ambitieux, a profité de la profonde dévotion de Juana, la manipulant pour consolider son pouvoir en Castille. Après la mort de Felipe, la fragilité émotionnelle de Juana, exacerbée par la perte, est devenue évidente. Certains soutiennent que la manipulation constante et le manque d'autonomie dans la prise de décision avaient profondément affaibli. Son amour pour Felipe, sa source de sécurité et de pouvoir, avait disparu, prenant sa stabilité mentale. La perte d'amour et l'usurpation conséquente du pouvoir par son père et son fils, Fernando et Carlos respectivement, n'ont fait qu'augmenter sa souffrance. Son cas nous fait réfléchir sur la façon dont l'intersection de l'amour et du pouvoir peut être un mélange explosif, capable de détruire ceux qui se font emporter par la passion sans limite ou l'autodétermination. Juana a-t-elle été victime d'une maladie, ou victime d'un système qui l'a utilisée puis a été exclu? Mais qu'est-il vraiment arrivé à Juana? Pendant des siècles, son histoire a été racontée dans une perspective qui l'a réduite à une figure déséquilibrée, une reine folle. Vous, cependant, vous méritez de connaître l'autre visage de la monnaie. Son intelligence et sa capacité politique ont été minimisées. Éclipsée par le récit patriarcal de l'époque, elle a été accusée de folie pour justifier l'usurpation du pouvoir par son père et son fils. Pensez à la complexité de sa situation. Une femme puissante, héritière de 2 royaumes importants, obligée de naviguer dans un monde dominé par les hommes. Sa douleur pour la mort de Felipe, son mari, a exacerbé sa vulnérabilité à la manipulation de son père, Fernando le Catholique, et plus tard, de son propre fils, Carlos. Une reine folle était-elle vraiment ou victime de circonstances? L'histoire de Juana a été réécrite à plusieurs reprises, souvent pour servir les intérêts de ceux qui ont arraché son pouvoir. Aujourd'hui, il est crucial de réviser son héritage avec un look critique et équitable. Une analyse profonde est nécessaire qui examine les pressions politiques, les normes sociales et le contexte historique pour comprendre leur comportement. Nous ne pouvons pas simplement le supprimer comme « fou ». Vous vous demandez, Juana était-elle vraiment une reine folle ou victime d'une conspiration politique? L'histoire officielle, écrite par les hommes qui l'a détruite, l'a peinte en tant que femme dérangée, incapable de gouverner. Mais que se passe-t-il si ce récit cache une vérité beaucoup plus complexe? Analysons les faits. Qui a bénéficié de leur licenciement? Quels intérêts se sont cachés après l'image d'une reine folle? Fernando le Catholique, son père, a toujours ambition le contrôle total de la Castille. Sa maladie, une question qui a été exploitée pour justifier son incapacité à gouverner, aurait pu être amplifiée ou même causée à faciliter sa manipulation et sa exclusion ultérieure du pouvoir. N'oubliez pas que la médecine de l'époque était rudimentaire et qu'un diagnostic inexact pourrait être utilisé à des fins politiques. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. De plus, la mort de son bien-aimé Felipe El Hermoso,
un coup dévastateur pour Juana, a été utilisé pour nourrir le récit de sa folie. Sa douleur et sa réaction à la perte de son mari ont été interprétés comme des signes d'instabilité mentale, cachant les manœuvres politiques qui cherchaient à la déposséder de sa couronne. Pensez à l'impact psychologique de sa situation, la perte de son mari et l'isolement ultérieur. Mais que disent les experts d'aujourd'hui de leur comportement? Dans une perspective moderne, le comportement de Juana pourrait être interprété comme la conséquence d'une douleur profonde pour la perte de son bien-aimé Felipe, aggravée par le stress politique et la pression constante de la cour. Imaginez le poids d'être reine, de faire face aux trahisons et de perdre qui vous voudrait le plus. Et elle n'est pas déraisonnable de penser qu'à ce moment-là, sans accès à la thérapie que nous avons aujourd'hui, leurs réactions ont été mal comprises. Certains historiens soulèvent la possibilité que Juana souffre d'une profonde dépression, même d'un trouble bipolaire. Pensez aux variations constantes de votre humeur, décrites dans les chroniques de l'époque. Ces changements soudains, cette instabilité émotionnelle, pourraient être des symptômes d'une maladie mentale non diagnostiquée. En son temps. Le manque de compréhension et de stigmatisation sociale a contribué à aggraver leur situation. La manipulation politique a également joué un rôle crucial. Elle a été dépouillée de son pouvoir, isolée de ses proches, et sa douleur a été utilisée comme un outil pour justifier l'usurpation du trône. Imaginez, à la place, trahi, détrôné et avec votre douleur utilisée contre vous. Comment auriez-vous réagi? Amado Felipe le Beau était mort, et Juana, tenue dans le palais de Tordesillas, a été discutée entre la profonde tristesse et une réalité qui lui a échappé. Était-ce vraiment un prisonnier ou une reine dans un exil doré? Les murs de Tordesillas gardent des secrets. Leurs murs ont été des témoins silencieux de moments de lucidité et d'autres personnes profondes. Vous vous demanderez ce qui s'est vraiment passé après ces pierres épaisses? Les lettres qu'il a écrites, les rares qui ont réussi à survivre au temps, révèlent une femme avec une intelligence aiguë, capable d'articuler ses pensées avec précision. Mais a-t-il été manipulé? Vos paroles ont-elles été déformées pour justifier votre emprisonnement? L'histoire, comme vous le savez, est écrite par les vainqueurs, et dans ce cas, la version officielle, celle de Fernando le Catholique, a dominé pendant des siècles. Les rumeurs, les légendes entourant les Tordesillas, parlent de complots palatiaux, de lutte pour le pouvoir et d'une reine dont la folie était peut-être un outil politique. Juana était-elle vraiment folle ou victime d'un complot complexe dans l'ombre de la cour espagnole? La vérité est sûrement à un moment intermédiaire, dans un mélange de maladie mentale et de circonstances politiques. Imaginez l'Espagne à la fin du XVe et début du XVIe siècle. Un monde de contrastes. L'opulence de la cour et la pauvreté de la majorité. La puissante Église catholique, omniprésente dans la vie quotidienne. Et le pouvoir croissant de la monarchie, qui a commencé à centraliser son autorité. Pour comprendre Juana, vous devez comprendre ce contexte de changement et de tension sociale. Elle était fille de rois puissants. Mais sa vie s'est développée à une époque de transformation profonde dans la société espagnole. La culture de la Renaissance a commencé à fleurir, mais la mentalité médiévale a toujours imprégné la vie des gens. Et la religion était le centre de tout. Et la superstition et la croyance en la magie ont joué un rôle important. Les femmes, en général, avaient un rôle social limité, malgré les exceptions qui existaient dans la noblesse. Juana, bien que princesse, a déménagé dans un monde avec des règles strictes pour les femmes. Des règles qui s'intensifiaient avec leur isolement. Pensez à la vie quotidienne de l'époque. L'agriculture a été la base de l'économie et la majorité de la population vivait à la campagne. Les villes étaient des centres de commerce et de pouvoir politique. Mais la vie était dure et dangereuse. Et la médecine était rudimentaire. Les maladies étaient courantes et l'espérance de vie était faible. Juana, malgré son privilège, n'était pas exemptée des réalités de son temps. Et sa santé mentale serait affectée par les tensions de l'époque. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Alors, quel était l'héritage de Juana? Pour beaucoup, l'image d'un prisonnier fou de ses propres émotions et victime d'un complot politique. Mais était-ce vraiment comme ça? Son histoire nous laisse plus que des réponses, un réseau complexe d'intrigues palatiales, d'ambitions dynastiques, et bien sûr, d'un amour passionné qui l'a marqué pour toujours. N'oubliez pas que sa vie a été manipulée. Son image en forme par ceux qui ont cherché le pouvoir. Son règne, bien que turbulent et court dans son exercice direct, a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Espagne. C'était une pièce clé dans l'union finale des royaumes de Castilla et Aragon, jetant les fondements du pouvoir que l'Espagne deviendrait au cours des siècles suivants. Pensez Y. Sans son mariage avec Felipe le Beau, le panorama historique aurait été radicalement différent. Au-delà des intrigues et du drame, Juana incarne la complexité de l'être humain. Un personnage qui a contesté les conventions de son temps. Son histoire nous rappelle que la folie, à plusieurs reprises, est une stigmatisation qui cache la souffrance et la manipulation. Peut-être que si nous analysons sa vie avec la perspective actuelle, nous verrions une femme victime de son temps, de ses circonstances et des ambitions de ceux qui l'entouraient. L'avez-vous élevée comme ça? Alors, vous demandez-vous si Juana était vraiment folle? De nombreux historiens discutent si leur comportement était dû à une maladie mentale ou aux pressions politiques de l'époque. La vérité est qu'il n'y a pas de réponse définitive, et c'est la chose excitante à propos de l'histoire, non? Certains pointent vers la dépression postpartum, d'autres d'une schizophrénie possible. Ce que nous savons, c'est que sa vie était complexe et pleine d'événements traumatisants. Et qu'en est-il de votre confinement?
Ce n'était pas une simple prison, mais une série de transferts à différents châteaux. Cela était dû, en partie, à l'instabilité politique et aux luttes de pouvoir parmi les différents membres du tribunal. Sa situation a été utilisée comme un outil politique car il était pratique. Beaucoup de gens me posent des questions sur leur relation avec Felipe El Hermoso. Son mariage était un mélange complexe d'amour, de politique et de trahison. Bien que initialement passionnée, la relation s'est détériorée, générant un grand impact sur la stabilité émotionnelle de Juana. Et la mort de Felipe a eu un effet dévastateur sur elle. Enfin, était-il une victime ou un méchant? C'est la question du million, non? La réponse, comme je vous l'ai dit, est complexe. Juana était une femme piégée dans une époque turbulente, victime des ambitions de ceux qui l'entourent. Son histoire rappelle la fragilité humaine et l'impact de la politique sur la vie individuelle. Pour mieux comprendre l'histoire de Juana, j'ai basé sur un large éventail de sources. J'ai consulté des chroniques contemporaines, comme les lettres échangées entre Juana et sa famille, qui nous offrent une vision intime et biaisée de leurs expériences. J'ai également examiné les dossiers officiels de la Cour espagnole de l'époque, des documents qui, bien que froids, nous fournissent des données objectives sur leur vie et leurs déplacements. En plus des sources primaires, j'ai eu recours à des études historiques modernes. Les livres spécialisés à l'époque, les biographies de Juana et l'analyse de la Cour espagnole du XVIe siècle ont été fondamentales. Ces œuvres académiques offrent des interprétations contrastées des événements et aident à contextualiser le comportement de Juana dans le cadre sociopolitique de son temps. Il est important de garder à l'esprit que l'histoire est interprétée et que ces interprétations peuvent varier. Pour assurer une précision historique, j'ai consulté différentes bases de données académiques et fichiers numériques. Cela m'a permis d'accéder à des informations complémentaires, telles que des cartes de l'époque, des généalogies détaillées de la famille royale et des représentations artistiques de Juana et de son environnement. N'oubliez pas que chaque source apporte une pièce au puzzle, et la clé est de les analyser toutes ensemble. J'espère que vous avez aimé apprendre Juana de Aragon. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à Plus d'Histoire. Qu'avez-vous pensé de votre tragique histoire d'amour? Prosodie et un speak.